Et donc, c'est là qu'est né notre podcast C'est marqué dans les BPF, qui a eu pas mal de très bons retours. Moi, au début, j'y croyais pas trop. Hein. Mais en fait, finalement, on s'est tellement marré à le faire et je pense que ça se sent dans les épisodes et c'est pour ça que les gens ils aiment bien l'écouter parce qu'on ne fait pas que lire en fait. C'est pas un livre audio quoi. On doit vous prendre pour des extraterrestres. Tu es en train de dire que lire les textes de loi, ça vous a éclaté. C'est super. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Et en fait, moi, je pense d'ailleurs sur ce sujet que il faudrait arrêter dans les offres d'emploi de mettre, quand on cherche quelqu'un en qualité, de mettre qu'on cherche quelqu'un de rigoureux. Et il faudrait mieux le mettre quand on cherche quelqu'un en prod. et en qualité, de la créativité, de l'innovation, de l'empathie, mais voilà. Et c'est un petit acronyme, c'est PDME. Partisan du moindre effort. C'est comment obtenir le maximum de résultats en faisant ce qu'il faut, au bon niveau, mais pas plus. L'épanouissement professionnel réside dans l'art de découvrir ce qui allume la flamme de notre passion, puis de l'entretenir par une croissance continue. Je suis Virginie Dautry, passionnée de développement personnel et professionnel, consultante et entrepreneur dans l'industrie biopharmaceutique, fondatrice de Lifecycle Hub, la première plateforme de formation et de support en ligne destinée à l'industrie des sciences de la vie. Avec Parcours d'experts, je vous propose de rencontrer des acteurs inspirants des secteurs pharma, biotech ou des dispositifs médicaux qui vont partager avec nous le cœur de leur métier et ce qui les fait vibrer. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on rencontre Arnaud Huck. Alors Arnaud Huck, tu es fondateur de l'Académie de la qualité efficace et donc à la base, tu es expert en qualité opérationnelle, pharmacien industriel. Et alors, via cette Académie de la qualité efficace, tu fais un tas d'activités. Donc, il y a une chaîne YouTube, beaucoup de posts et énormément de posts LinkedIn. Le podcast, c'est marqué dans les BPF. Vous avez quand même rempli l'exploit de passer dans toutes les BPF. Je crois que vous êtes arrivé au bout. Il y a le GM podcast, la newsletter Read to the Next Quality. Vous avez créé des jeux, Memory Box, vous avez créé la fresque de l'industrie pharma en parallèle avec celle qu'on fait sur le climat pour l'industrie pharma. Donc ça, c'est un peu toutes les activités que tu fais. Et sinon, tu as plus de 10 ans de conseils spécialisés dans la qualité et tu proposes vraiment des solutions très concrètes aux problématiques les plus courantes des sites de production, type erreur humaine, le manque d'efficacité dans les process qualité, la difficulté à développer l'autonomie sur le terrain et tout un tas de choses comme ça. Alors, toi, tu es passionné de jeux de société et donc tu t'efforces d'apporter une dimension vraiment ludique dans les formations et dans les activités que tu proposes d'ailleurs. Alors, en deux mots, moi, je vais dire ce qui m'inspire chez toi, Arnaud. Alors, ce qui m'inspire d'abord, c'est le mystère de ta gestion du temps. Peut-être qu'on va le percer aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu arrives à caser toutes ces activités dans une semaine. Et puis sinon, évidemment, ton esprit de partage. Parce qu'il y a aussi, il y a évidemment un aspect visibilité, marketing, etc. pour la création de contenu. Mais ici, on est quand même sur une autre dimension de partage gratuit d'informations et de montée en compétences des personnes via tout ce que j'ai cité juste avant. Et puis, la troisième chose que je dirais qui m'inspire, c'est évidemment l'esprit d'initiative et avec tes différents associés, collègues, toutes les initiatives que vous prenez sur le terrain. Voilà, bienvenue Arnaud. Avec plaisir, je suis vraiment content d'être là et de partager mon parcours avec les auditeurs, quoi. Enchantée, aussi ravie. Je t'ai découvert quand même, il faut le dire. Alors, j'ai ma cofondatrice Mélissa qui est elle une fan de la première heure du podcast C'est marqué dans les BPF. Et sinon, moi, je t'ai découvert même sans ça via LinkedIn parce qu'effectivement, tu es très actif et tu as une bonne visibilité. Mais si on repart du début, quel est ton métier? Enfin, c'est quoi ton titre officiel pour le moment dans l'industrie? Mon titre officiel, c'est fondateur de l'Académie de la qualité efficace, mais si je devais être plus pragmatique, en fait, je suis consultant et coach dans l'amélioration de l'efficacité de la qualité sur les sites de production. Ok. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ce boulot donc de consultant et de coach dans l'amélioration de la qualité? Quelle est ta journée type dans ce métier?
Alors la journée type, ça va être très compliqué parce que j'ai pas de journée type. Mais justement, c'est ça que je trouve passionnant dans ce métier. Si je mets de côté un peu tout ce qui est production de contenu que l'on fait, déjà consultant dans l'amélioration, consultant et coach dans l'amélioration de l'efficacité de la qualité, ça se traduit par le fait sur certains sujets clés autour de la qualité opérationnelle, déviation, dossier de l'eau, erreurs humaines, organisation, pilotage des systèmes qualité, c'est d'aller sur les sites de production avec, bon ça c'est un parti pris de l'Académie de la qualité efficace, mais avec des outils qui fonctionnent un peu standard et de les mettre en place sur les sites et de coacher les équipes du site jusqu'à ce qu'ils soient autonomes à utiliser les outils de manière à avoir des process qualité qui sont plus efficaces. Donc ça veut dire que ils sont moins bloquants dans tout ce qui peut être libération, etc. Une culture qualité qui est beaucoup plus marquée avec des gens sur le terrain qui sont beaucoup plus impliqués dans la culture qualité, des organisations aussi plus efficaces avec une meilleure visibilité de qui c'est qui fait quoi sur les activités au quotidien, toujours autour de la qualité. Donc c'est vraiment aller sur les sites. Et en fait, pour ça, on va avoir des phases où on va faire une formation, et puis après on va avoir des phases où on va faire des coachings, soit en tête à tête, soit avec des binômes, soit avec des groupes sur ces sujets-là, toujours sur le terrain. Moi, j'adore le terrain, je veux être sur le terrain. Et du coup, voilà, c'est vraiment un mix de ça, de méthode de conseil sur certains sujets, formation, coaching, et toujours dans le but de rendre les personnes autonomes avec des méthodes et des outils qui permettent de gagner de l'efficacité dans la qualité du quotidien. Ok. Donc, classiquement, une mission pour toi, ça va être quoi? Ça va être quelque chose plus sur, je sais pas moi, une trentaine de jours ou sur 6 mois? Ça se distribue comment? Ça dépend énormément des sujets. Si je prends un exemple, quand on va accompagner un site pour mettre en place du pilotage sur les déviations, les CAPA, ça va être une mission qui va s'étaler sur à peu près 2 mois. Et au bout de 2 mois, les gens sont autonomes, ça pilote et ça fonctionne bien. Si je prends un sujet comme les erreurs humaines, là, on va avoir une mission qui va durer sur 8 mois parce que, en fait, on travaille beaucoup sur la culture qualité. Et donc, pendant 8 mois, on va accompagner le site à une fréquence donnée, hein, et plutôt de manière dégressive. Mais voilà, on va avoir des projets qui vont durer entre 2-3 mois et 8 mois, 1 an, selon les sujets. Donc, c'est très, très variable. Et puis après, il y a des sujets pareils, hein, il y a des sujets qui sont un sujet d'orga. Des fois, quand on commence le projet et quand la nouvelle orga est en place, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais là aussi, parce qu'on est contraint par des délais en interne sur le site, parce que changer une orga, c'est pas facile, quoi. Donc, voilà. Donc parfois, tu es amené à mettre en place l'entièreté du système qualité de zéro? Alors, on l'a fait dans une startup biotech, mais sur un site de prod déjà en place, non. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est c'est arrivé plusieurs fois, hein. En fait, on commence par un sujet, exemple, piloter les déviations, les CAPA. Et puis on enchaîne sur améliorer l'investigation des déviations. Et puis derrière, tiens, il faudrait travailler sur le dossier de l'eau pour le rendre plus ergonomique. Et puis, oulala, la documentation et la formation est pas très efficace, on va restructurer ça. Et en fait, petit à petit, on se retrouve à déployer sur certains sites tous les outils qu'on porte et qu'on a développés à l'Académie de la qualité efficace. Ok. Et donc ça peut se faire sur 3 ans, hein, quand on enchaîne les uns après les autres, quoi. Ouais, parce que du coup, vous travaillez pas. Tu vois, moi, l'image que j'ai du consultant, ça va être souvent des missions plutôt type body shopping. Donc, tu vois, où on te paye à la journée et tu es dans l'opérationnel. Donc, ça, c'est le type de mission que vous ne faites pas avec l'Académie de la qualité efficace. Alors, on est en train de le faire, mais que sur certains sujets, à savoir l'investigation de déviation. Voilà, il y a des sites qui ont besoin de renfort de ressources là-dessus. Nous, on a une méthode d'investigation qui fonctionne bien. Et du coup, on a la possibilité d'avoir des personnes qui peuvent aller investiguer pour les clients avec notre méthode d'investigation. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont déjà directement autonomes là-dessus. Pareil sur d'autres sujets comme alors ça c'est plus lié à des projets, mais quand on fait un projet sur un site de dossier de l'eau ergonomique,
il y a des sites où il peut y avoir beaucoup de dossiers de l'eau à simplifier. Et malgré tout, même si on coach les gens en interne pour qu'ils soient autonomes, pour que ça dure le plus longtemps possible, avec les ressources disponibles en interne, des fois, ça peut prendre 2 ans, alors qu'en fait, avec un renfort de ressources, on peut arriver à le faire en moins d'1 an. Ouais. Et donc là-dessus aussi, pareil, avec des personnes qui sont déjà autonomes avec la méthode et qui peuvent venir au pied levé, mais juste sur ces sujets-là. Ok. Donc, mais par contre, c'est pas la base même de notre activité. Ça, c'est plus, et c'est quelque chose on est en train de développer et qu'on a commencé à lancer récemment parce que c'est un besoin qu'il y a. Mais à la base, effectivement, nous, on intervient plutôt déjà avec des missions qu'on appelle au forfait. En gros, c'est on a un budget et on a un temps de mission. Et en fait, dans ce temps et dans ce budget, on va déployer les outils. Ça peut arriver que pour un site, on passe un peu plus de temps que d'habitude, mais le budget ne change pas. On ne vend pas des jours, en fait. On vend... un objectif. on vend les livrables en place et qui fonctionnent chez le client. Okay. Donc c'est assez particulier par rapport à effectivement ce conseil plus en body shopping. Mais en fait, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on est vraiment expert, qui restent assez limités. Moi, je sais que dans mon passé, quand j'étais consultant avant de lancer l'Académie de la qualité efficace, je pouvais intervenir sur beaucoup de sujets différents, aussi bien de la supply, de la productivité, des fois sur des exploitants, des sites exploitants. Et donc, c'était bien, c'était très diversifié. Mais le fait de s'être recentré sur quelques sujets seulement fait qu'on maîtrise parfaitement la charge de travail que ça va représenter pour nous et pour le client, de mettre en place la solution. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire au forfait et de ne pas vendre un nombre de jours hommes. Ouais, c'est ça. Et puis après, ce sont des missions, je pense, si tu le vis comme ça aussi, qui ont un retour beaucoup plus direct. Tu as plus facilement le sentiment de comprendre le sens de ce que tu as fait et de voir l'output que ça a généré chez le client. Exactement. Exactement. En fait, et ça pour moi, c'est super important. En fait, c'est que il y a un vrai changement qui se fasse chez le client. Ouais. Et alors, je dis pas que quand on fait du conseil en mode body shopping, il n'y a pas de changement, mais c'est souvent du coup, ça va être sur des temps plus longs. Moi, je suis assez impatient. J'ai besoin de voir des résultats rapidement. Mais typiquement, quand il y a 2 ou 3 ans en arrière, on avait une offre de formation sur l'investigation des déviations. On venait 3 jours former des gens et puis ça s'arrêtait là. Alors oui, le budget, c'est pas très cher, etc. Mais en fait, on a arrêté cette offre parce que ça changeait rien du tout sur le site. Et du coup, moi, j'ai vraiment besoin de voir ce changement. Et en plus, comme je suis assez impatient, j'aime bien voir les résultats arriver assez rapidement. Donc, c'est aussi pour ça que les méthodes qu'on a développées, elles sont tournées vers là, quoi, en fait. Par curiosité, comment tu les mesures, ces résultats, du coup? Ça va dépendre vachement des sujets. Sur les déviations, ça peut être sur une diminution de récurrence ou une diminution aussi du nombre de déviations. Sur les dossiers de l'eau, ça va être le bond du premier coup à la première revue des dossiers de l'eau en sortie de prod. Alors sur les orgas, ça va être plus compliqué, mais ça va être plutôt de la capacité qu'on arrive à dégager au niveau des équipes pour l'allouer à d'autres sujets. Sur les erreurs humaines, ça va se mesurer sur 2 indicateurs clés. Un, c'est aussi la réduction des déviations, mais 2, c'est aussi le nombre et des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est les choses qu'on voit tous les jours, qui n'ont pas encore généré de déviation, mais qui pourraient. Donc, au début, c'est plutôt l'augmentation de la détection, parce que personne ne les détecte. Et après, c'est le nombre de réduction de ces signaux faibles. Donc voilà, et puis après sur les modes de pilotage, on va être surtout sur l'encours, combien on a de déviations en cours, combien on a de CAPA en cours, combien on a de change control en cours, etc. Et avec l'objectif de réduire cet encours, ou en tout cas déjà d'arrêter qu'il augmente, parce que sur tous les sites il augmente, mais et après de le réduire, quoi. Ok, je vois. Tu pourrais nous raconter comment tu es devenu consultant et coach dans l'amélioration de l'efficacité de la qualité. Donc, ton parcours pour en arriver finalement à aujourd'hui avoir fondé l'Académie de la qualité efficace.
Ouais, pas de souci. Ça a commencé quand j'étais étudiant. Ouais. Voilà, donc étudiant en pharmacie en 5e année, j'ai fait un stage à l'hôpital avec un sujet qui était alors, l'audit de la traçabilité de je sais plus quoi. Et tout de suite, j'étais déjà assez interpellé sur tout ce qui était les procédures dans les systèmes qualité, en me disant, mais on écrit des textes et des textes, personne les utilise, et donc ça manquait de sens pour moi. Mhm. Et du coup, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Donc c'est ce qui m'a fait basculer vers une spécialisation en qualité pour ma dernière année d'études. Ok. Dans cette dernière année d'études, j'ai fait un stage chez Sanofi Pasteur et là j'ai entendu parler d'une boîte de conseil qui s'appelait Oxo Pharma, qui n'existe plus maintenant, mais à l'époque. Et j'étais tombé sur leur plaquette et je trouvais ça trop génial, cette vision du lean pharma sur la doc, sur les dossiers de l'eau, sur la productivité et tout. Et donc, je me suis dit, ça m'intéresse carrément. Mhm. Et j'ai postulé chez eux à la fin de mes études. Et ils m'ont gentiment recalé. Voilà. Et du coup, bon, bah, je suis parti sur une expérience en production, sur un site de production. C'était génial d'être sur le terrain, de vivre au quotidien avec les opérateurs. Ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses sur la qualité aussi, comment Mhm. c'est traduit concrètement dans le quotidien. Et un an après, j'ai repostulé chez Oxo et cette fois, j'ai réussi à rentrer en tant que Ok. consultant. Et donc en fait, j'ai fait mes armes, j'ai été formé par des super personnes qui m'ont bien accompagné. Et petit à petit, j'ai pris de la seniorité dans le conseil avec cette approche, du coup, projet au forfait, plutôt Mhm. transformation, etc. Mais j'avais quand même un petit arrière-goût d'inachevé assez régulièrement. Parce que c'était une approche de conseil où on faisait des diagnostics. On disait, ah oui, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Et puis quand on faisait cette restitution, les gens nous disaient, ah oui, ça on le savait, mais ça fait du bien de l'entendre par quelqu'un d'extérieur. Et au moment de passer à l'action, bah, en fait, il y avait déjà beaucoup moins de budget et beaucoup moins de Mhm. possibilités de vraiment transformer les choses. Alors, je le faisais quand même hein, chez certains sites, mais il y avait beaucoup de sites où on s'arrêtait souvent après le diagnostic. Mhm. Et ça me dérangeait. Et en même temps, sur d'autres sites, j'avais travaillé à développer des approches, des méthodes, des outils qui avaient montré des résultats. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que on rencontrait autour de la qualité opérationnelle sur tous les sites de prod, on rencontrait un peu les mêmes problématiques autour des déviations, de la libération, des dossiers de tout ce que j'ai exposé Mhm. au début. Et là-dessus, j'avais déjà un certain nombre d'outils et de méthodes qui fonctionnaient et je me suis dit, bon, on peut peut-être arrêter de faire des diagnostics sur un mois ou deux et passer tout de suite à l'action. Et puis, contextuellement, bah, à l'époque, Oxo a été racheté par un grand groupe donc qui faisait du conseil différemment. Moi, je m'y retrouvais moins et donc petit à petit, j'ai sauté le pas et je me suis lancé dans l'aventure de l'Académie de la qualité efficace avec cette vision justement de dire, OK, vous avez sur ces sujets, vous avez tous les mêmes problématiques. Voici un outil ou une méthode qui fonctionne. Nous, on va plutôt être dans le passage à l'action et le coaching pour rendre les gens autonomes. Et on zappe l'étape de diagnostic qui vous apportera rien parce que vous savez déjà quels sont vos problèmes. Et nous, on le sait aussi parce qu'en fait, vous avez les mêmes problèmes que les autres. Ok, ok. Et donc, quand tu dis tu as passé le pas et tu as créé l'Académie de la qualité efficace, à ce moment-là, tu étais tout seul? Oui. Ok, Alors, j'ai commencé en portage salarial, en mode ok. body shopping, hein, mais Mhm. toujours dans la tête de monter cette société. Je l'ai petit à petit, j'ai l'ai monté. Je travaillais chez un client et donc j'ai basculé en cours de projet sur ma société. Et après avoir, alors grosse erreur en tant que indépendant à l'époque et en mode body shopping, bah en fait j'étais, alors pas full time, mais j'étais très 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 souvent chez le client Ouais. et pas du tout disponible pour faire du commercial. Quand le Mhm. contrat avec ce client s'est arrêté, traverser du désert pendant 6 mois, pas de nouveaux clients, faire du commercial, faire de la prospection téléphonique, faire des trucs comme ça. Et c'est là où aussi j'ai commencé
à vouloir partager aussi gratuitement du contenu, des vidéos, des posts LinkedIn. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir cette approche de production de contenu et de partage de méthodes, d'outils ou de réflexions gratuitement sur les réseaux. Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi intéressant commercialement, puisque mon premier client après ça a été via LinkedIn, via mon activité sur LinkedIn. Et après, ça a enchaîné. Donc, après, il y a eu du bouche à oreille, il y a eu de ces posts LinkedIn, etc., qui ont fait que j'ai eu des nouveaux clients, etc. Et 2 ans, ouais, un peu moins de 2 ans après, j'ai mon premier salarié qui m'a rejoint, Paul Adrien, qui aujourd'hui est associé. Et Paul Adrien, quand il m'avait, je l'avais rencontré, c'était chez mon premier client où je passais pas mal d'heures. On restait jusqu'à 8h du soir à discuter, à échanger des idées. Donc j'étais déjà dans l'idée de dire, lui, je lui avais dit, toi, dès que je peux, je te recrute. Et il m'avait dit, moi, je veux faire du podcast. Moi, je faisais pas de podcast, hein. Je veux faire du podcast. Et du coup, j'ai dit, bah, vas-y, Banco, ça va dans la continuité de proposer des contenus gratuits et des réflexions et des temps d'échange qui peuvent intéresser des gens. Et donc, c'est quand Paul Adrien m'a rejoint qu'on a commencé à faire du podcast avec JM Podcast dans un premier temps. Et puis on a dérivé. Et un jour, toujours Paul Adrien me dit, viens, on fait un podcast où on est les premiers à lire un texte réglementaire, les BPF. Et donc, c'est là qu'est né notre podcast C'est marqué dans les BPF, qui a eu pas mal de très bons retours. Moi, au début, j'y croyais pas trop, hein. Mais en fait, finalement, on s'est tellement marré à le faire et je pense que ça se sent dans les épisodes et c'est pour ça que les gens ils aiment bien l'écouter parce qu'on ne fait pas que lire en fait. C'est pas un livre audio quoi. On doit vous prendre pour des extraterrestres. Tu es en train de dire que lire les textes de loi, ça vous a éclaté. C'est super. Ouais, ouais, c'est clair, c'est vrai. Mais donc voilà. Donc, vous êtes arrivé au bout en plus maintenant de toutes les. et Alors je crois qu'il BPF doit nous version France. Ouais. Hein. BPF version France, il doit nous rester encore le dernier chapitre quand même. Ouais. Parce qu'on a un peu levé le pied dernièrement, probablement lié à notre gestion du temps, comme tu te poses des questions. Mais on ne l'abandonne pas, on va aller jusqu'au bout, puis après on continuera sur les lignes directrices, etc. etc. On prendra les choses. Effectivement, on a peut-être un peu moins de cadence qu'il y a un an, par exemple, mais on continue et ça nous éclate toujours autant, quoi. Il faut tout pour faire un monde et c'est très bien que vous existiez parce que c'est vrai que c'est effectivement, comme tu dis, il y a des très bons retours et c'est vraiment utile, quoi. Tu vois, c'est top comme démarche. Carrément. Et donc maintenant, tu as eu Paul Adrien qui t'a rejoint, qui est devenu associé maintenant, et donc après, vous avez une équipe qui doucement s'est étoffée. C'est ça. C'est plus quoi? C'est des freelances ou c'est Non, c'est 100% des salariés. Ok. Et donc aujourd'hui, il y a 4 salariés plus moi à l'Académie de la qualité efficace. Et sur ces 4 salariés, il y a Paul Adrien qui est passé associé il y a 2 ans peut-être, 1 an et demi, 2 ans, et Mélanie qui vient de passer associée là il y a à peine un mois. Puisque du coup, quand j'ai monté l'Académie de la qualité efficace, j'avais en tête cette vision de dire j'ai envie de créer un groupe d'experts qui soient tous aussi impliqués que moi dans la vie de cette société et que ça leur appartienne et qu'en fait, faire un peu comme une scope, comme on appelle en France, mais en gros qu'on soit tous salariés associés, quoi. Alors après, tout le monde n'est pas forcément intéressé, hein, je l'ai découvert après, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, donner l'opportunité à ceux qui veulent de devenir associés et de monter dans la barque et qu'en fait, on porte tous ensemble cette structure pour avoir le plus d'impact possible dans l'industrie pharmaceutique.
Ok. Et donc, on va quand même y venir à cette fameuse gestion du temps parce que du coup, tu Ouais. dis, tu t'adores le terrain et donc tu passes quand même encore pas mal de temps sur le terrain. Donc, la proportion entre la création de contenu, la gestion de la société et le terrain, tu as à combien plus ou moins? Ah, c'est difficile à dire encore une fois parce que ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes. En fait, nous, on a une activité qui est assez en dents de scie, on va dire. Enfin, en dents de scie, ça va, hein, mais il y a des périodes de creux en termes de mission, des périodes de pic. Mais globalement, je devrais dire, on doit être à. Si je prends moi, ça doit être du 60-40. 60% en mission, 40% sur la création de contenu, mais aussi le développement de nouvelles approches, hein, comme la fresque Mhm. de l'industrie pharmaceutique, la memory box, toute une approche qu'on va sortir sur justement la formation BPF qui reprend ces deux outils, mais pas que, les formations en ligne qu'on a construites, donc tout ça, c'est à peu près 40%. Après, c'est sûr que si je prends dans mon équipe, cette répartition, elle va être différente. Et il y en a qui vont être plus 70% du temps en mission et 30% sur d'autres choses. Dans tous les cas, moi, s'il y a un truc que j'ai retenu de la première boîte de conseil dans laquelle j'étais, c'est que la- le taux d'occupation des personnes, c'est un indicateur clé dans une boîte de conseil. Sauf que souvent, en fait, on se dit, il faut que les gens ils soient occupés à 100% pour la rentabilité, les marges, etc. Et moi, j'ai pris le parti pris de dire que je voulais limiter au maximum à 70% le taux d'occupation pour garder du temps pour travailler sur le développement Ok. de l'activité, que ce soit aussi du commercial, ça peut être donc de la création de contenu, de la création de nouvelles approches, de l'optimisation de nos approches existantes, etc. Et bah, en fait, forcément, derrière, ça veut dire que euh, ça permet aussi de travailler sur la formation des personnes hein, en interne. Mais du coup, ça a un coût, ça. Mhm. Forcément, hein, quand les gens ils sont pas chez les clients et du coup qu'on ne facture pas, entre guillemets, parce que même si on fait du forfait, si je simplifie, c'est pareil que quand on fait du body shopping, quoi. C'est Ouais. quand on travaille pas pour un client, on facture pas, donc et pourtant on a des gens à payer. Mais du coup, bah, nous, comment on a réussi à contourner ça, c'est que, bah, en fait, petit à petit, grâce à nos méthodes standards, à nos outils standards qui donnent des résultats, on a une expertise que d'autres n'ont pas. Et donc, bah, ça a un prix, hein, effectivement. Et donc, on va probablement pratiquer des taux journaliers, si je compare à du body shopping, qui sont peut-être plus élevés. Mhm. Mais au final, sur un an, ça se lisse à peu près pareil. Et en fait, nos clients bénéficient de toutes les améliorations qu'on peut amener Ouais. dans nos outils et méthodes, quoi. Oui, oui, c'est ça, parce que quand vous venez en mission, comme tu dis, vous allez utiliser Mm, la memory box, la fresque de la qualité. Enfin, d'ailleurs, tu pourras peut-être donner un mm, petit mot sur ces outils. Et en plus, comme tu dis, vous avez toujours dans le package, je crois, de la formation. Il y en a, comme tu as dit, qui est déjà exactement. enregistré, que vous mettez à disposition, etc. Donc, Exactement. ouais, le, 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 alors, le prix se justifie, peut-être, c'est peut-être pas que sur les heures, mais aussi sur les outils, du coup, ça se Oui, justifie. exactement. Ok, et Exactement. donc, bah, si tu peux, oui, nous dire deux petits mots sur la Memory Box on a trouvé absolument génial. La fresque de la qualité, je l'ai pas encore vue. Je veux bien que tu me racontes Alors, un peu. ouais, bon, la Memory Box, c'est venu de. Alors, moi, il y avait un YouTuber que j'aimais bien qui s'appelle Fabien Olicard, Mhm, qui fait des vidéos sur le cerveau, le mode de fonctionnement, etc. Et puis avec Paul Adrien, on en discutait beaucoup. Et ce gars-là avait sorti justement une Memory Box, mais plutôt sur de la culture générale, des choses comme ça. mhm, Et le principe même d'avoir ces cartes que tu manipules tous les jours, qui te permettent d'associer les idées, comme tu as deux faces de cartes, d'un sens comme dans l'autre, et qui permet de mieux mémoriser les choses dans le long terme. Je trouvais que c'était un outil qui était intéressant, surtout face aux formations BPF habituelles, où en fait les gens ils sont mis dans une salle pendant une heure, et puis ils ressortent de là, bah, quand c'est la première fois qu'ils travaillent sur un site pharma, je sais pas ce qu'ils en retiennent vraiment. Et quand ça fait déjà 20 ans que tu travailles dans la pharma, bah en fait, tu dis j'ai perdu mon temps parce que tout ça je le savais déjà. mhm. Bref, je caricature un peu, mais voilà. Mais au final, on n'en retirait pas beaucoup. Et du coup, c'était
l'idée et la genèse derrière cette memory box. Sauf qu'en fait, la memory box a cet avantage d'ancrer les connaissances plus durablement. Mais finalement, c'est juste apprendre, entre guillemets, bêtement les notions des BPF. Et ça nous a posé un peu question dernièrement. Et en début d'année, Paul Adrien a eu l'occasion de faire une fresque du climat. Et donc, basé sur ça, on s'est dit, mais attends, on pourrait pas faire, nous, la fresque de l'industrie pharmaceutique et en gros, remplacer les séances sur site de formation pendant 1 heure où on déroule des slides sur les BPF par ce temps de fresque de l'industrie pharmaceutique où on va construire un peu et modéliser pendant ce temps-là avec les personnes qu'est-ce qui se passe sur un site, qu'est-ce qui impacte quoi, comment ça interagit et où moi, en tant que personne, quand je débarque, je vais être impliqué. Tout ça pour donner du sens. Et ensuite, derrière, tu bascules, ok, maintenant, c'est quoi les règles BPF? Et là, tu peux basculer sur de la formation en vidéo sans forcément mettre les gens dans la salle. Mais voilà, en tout cas, donner du sens avec la fresque de l'industrie pharmaceutique, donner les règles avec de la formation plutôt vidéo, et animer ça au quotidien avec la Memory Box et un autre outil qu'on a qui s'appelle les 15 minutes pour la qualité. Mais voilà, et finalement, c'est comme ça que... En fait, si je reprends le truc, c'est qu'aujourd'hui, on fait des formations BPF parce qu'il faut faire des formations BPF. Si je résume. On le subit, je confirme. Voilà, nous, on a envie de transformer ça on va permettre aux gens de comprendre leur impact pour qu'ils aient une meilleure visibilité de ce qu'ils font dans leur quotidien. Et du coup, forcément, ça demande d'avoir du sens, le pourquoi. Ensuite, les règles, le comment, et après, faut l'animer au quotidien parce que les gens, quand ils ont eu leur formation il y a 6 mois, ils peuvent oublier des choses et c'est normal en fait. Enfin, c'est pas ils peuvent, c'est ils oublient des choses et c'est normal. Et donc, c'est vraiment une volonté d'inscrire ça dans le temps et de donner du sens à tout ça. Ok. Ouais, c'est brillant. Tu dirais à quelqu'un qui voudrait faire un métier comme le tien, donc pour rappel, donc tu vas être coach, consultant dans l'amélioration de l'efficacité de la qualité. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, donc je dirais autant soft skills que hard skills pour faire ce métier? Alors, je vais peut-être être un peu décousu, mais je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Pour moi, déjà, il faut une connaissance terrain. Il faut avoir vécu une expérience sur le terrain. C'est un peu un constat que je fais moi ces dernières années, c'est que souvent on a des gens en qualité qui n'ont pas forcément de connaissances terrain et qui ont une connaissance de par la formation qualité, j'y suis passé, très normative des activités, très voilà, faut suivre la norme elle est comme ça, mais on ne sait pas concrètement ce qui se passe sur le terrain. Une compétence clé, c'est avoir vécu sur le terrain et comprendre le terrain. Et ensuite, du coup, forcément lié à ça, c'est avoir de l'empathie pour se mettre à la place des gens qui sont sur le terrain, dans le sens quand on travaille sur la mise en place d'outils et de méthodes, si on manque d'empathie, on n'est pas capable de se rendre compte ce que les gens vont vivre demain avec ces outils, ces méthodes. Alors bien évidemment, il faut les travailler avec eux, qu'ils comprennent bien, etc. Mais il faut aussi faire preuve d'empathie pour comprendre et être capable de se mettre à la place des gens qui vivent avec ça au quotidien. Après, beaucoup de curiosité. D'essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Parce que même si je prends un process que je pense que je maîtrise sur le bout des doigts, qui est les déviations, d'un site à l'autre, il y a des subtilités, il y a des modes de fonctionnement un peu différents. Et donc, si on n'est pas curieux, on peut très vite aller vers des conclusions qui sont fausses. Voilà. Après, en termes plutôt peut-être de hard skills, il faut... Enfin, je sais pas si c'est des hard skills, mais il faut être un bon communicant aussi, hein. C'est bête, hein, mais quand on anime une formation, quand on anime un coaching ou des choses comme ça, faut être un bon communicant. Et puis après, on va avoir aussi des trucs très concrets. Faut être capable de travailler sur des fichiers Excel, être autonome sur des choses comme ça. Enfin, voilà, les suites Office, les machins comme ça, on les utilise au quotidien, bien évidemment.
et puis être capable de construire un atelier de travail, de savoir comment est-ce qu'on va le dérouler, comment on va animer les choses. Donc il faut de la créativité sur bah tiens, je veux atteindre tel résultat, comment je vais l'atteindre, etc. Évidemment, sur nos approches standards, ça on l'a déjà standardisé, mais quand on développe des nouveaux programmes, bah, il faut avoir cette créativité-là. Ok. Mais en tout cas, s'il y a une qualité que je ne mettrai pas ici, c'est la rigueur. Parce que ça m'énerve quand on parle de qualité, toujours qu'on parle de rigueur. Et en fait, moi, je pense d'ailleurs sur ce sujet que il faudrait arrêter dans les offres d'emploi de mettre, pour quand on cherche quelqu'un en qualité, de mettre qu'on cherche quelqu'un de rigoureux. Et il faudrait mieux le mettre quand on cherche quelqu'un en prod. et en qualité, de la créativité, de l'innovation, de l'empathie, mais voilà. Et parce que du coup, on met la rigueur à la qualité, puis la prod, la productivité, et puis après, ça se frite. Ah ouais. Bien vu. Merci de partager ça. C'est un bel angle. Comme tu dis, en fait, hein, souvent quand on pense à qualité, on va penser à rigueur, alors que c'est là qu'il faudrait plus de flexibilité. Qu'est-ce que tu cherches pour toi dans toutes ces activités et dans cette fonction? Je cherche à régler un problème de frustration. Non, mais voilà, c'est en fait quand j'arrive sur les sites et quand je vois comment ça se passe et quand je vois tout le manque de sens, pour moi aujourd'hui, la qualité, elle a perdu tout son sens et on fait des choses parce qu'il faut les faire et non pas pourquoi est-ce qu'on doit les faire. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup, voilà, avoir des documents parce qu'il faut avoir des documents, mais qu'en fait personne ne les utilise, ça m'énerve. Avoir des investigations investiguées dans les 30 jours, mais n'importe comment, ou ça m'énerve. Avoir des indicateurs, bah justement, les 30 jours de déviation, sans savoir pourquoi est-ce que c'est 30 jours, etc., sans avoir le sens de l'impact que ça peut avoir sur la libération des lots, etc., ça m'énerve. Et du coup, en fait, j'aime pas la façon dont petit à petit, ce qu'est devenu la qualité dans l'industrie pharmaceutique. Je trouve que ça manque cruellement de sens, et du coup, ça me frustre énormément. Et typiquement, moi, quelque part, j'admire tous les gens qui travaillent sur les sites de production parce que je ne pourrais pas, ça me rendrait malade au quotidien de subir ça. Ok. Sauf quand Et vous donc, êtes passé par là c'est une et que sorte du de... coup, c'est à Exactement. ta manière. Ok, donc Exactement. Mais c'est un combat, quoi, en fait. Un combat contre cette qualité qui n'a pas de sens. ok, c'est super clair. Et qu'est-ce que tu aimes le plus alors dans ton travail? Ce que j'aime le plus, c'est difficile à dire, mais c'est créer des choses, en fait. C'est que ce soit du contenu, que ce soit des nouveaux programmes, que ce soit améliorer aussi nos programmes existants, etc. Mais tout ce processus de création quand on fait nos missions que j'aime le plus, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Donc, qu'est-ce qui te challenge au quotidien? Voilà, ça, c'est assez facile, hein, c'est les déplacements. Mais c'est obligé, en fait. Voilà, souvent on me demande, ah, mais vous êtes basé où à l'Académie de la qualité efficace? On est 5, on habite 5 dans des villes complètement différentes. Moi, quand je les ai recrutés tous, j'ai dit, vous pouvez vivre où vous voulez, tant que quand il faut être chez le client le lundi matin, on est capable d'y être. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut se déplacer parce qu'en fait, on va sur le terrain. Et alors, j'adore être sur le terrain, j'adore être chez le client, mais la logistique voilà, faut prendre le train, faut prendre l'avion, faut faire de la route, faut machin. Ça, c'est le truc qui est le plus pénible, je dirais. Ouais, oui, parce que dans la manière dont vous mettez toutes vos méthodologies en place, forcément, il faut être sur le terrain. Tu peux pas le faire à distance. On a des parties qu'on peut faire à distance, mais il y aura toujours de la part de terrain. Et donc oui, non, très clairement, ce que j'aime le moins, ce qui me challenge le plus, c'est ça. Et à chaque fois, en fait, des fois, parce qu'il y a des sites, des fois, qui sont dans des coins assez reculés, on va dire, et juste pour y aller, on peut mettre une demi-journée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand c'est une demi-journée où on n'arrête pas de changer de transport, c'est pas du temps où on peut vraiment travailler. Et c'est donc ouais, c'est un vrai challenge. Alors oui, bah, voilà, typiquement gestion du temps, les transports,
je vais écrire sur mon téléphone mes posts LinkedIn à l'avance, comme ça, je les ai dans tous ces temps morts, etc. Mais on vadrouille dans les 4 coins de la France, voire même d'Europe et du monde, ça nous arrive. Et du coup, forcément, ça c'est un vrai challenge, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut devenir coach en amélioration de l'efficacité de la qualité? Aller faire du terrain. Vraiment, je l'ai déjà dit, mais c'est mon conseil numéro 1, c'est commencer par faire du terrain, commencer par une expérience en prod. Et en fait, je trouve, alors c'est peut-être parce que c'est mon parcours, mais d'avoir eu une formation en qualité et derrière directement ma première expérience c'était en prod, ça m'a permis de connecter des concepts théoriques qualité à une réalité, de les confronter à la réalité du terrain. Et ça, je trouve que c'est super important. Ok. Alors, on arrive doucement à la fin de notre entretien. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, ce serait à quoi tu aspires pour la suite ou quelle serait ta situation idéale dans 5 ans? Alors, à quoi j'aspire pour la suite? En fait, moi, j'aimerais bien que, au niveau de l'Académie de la qualité efficace, on ait doublé de taille, ce qui serait la taille finale de la société, donc en gros une dizaine de personnes. Mais peut-être avec du coup des gens qui sont pas forcément que dans de la francophonie. Pourquoi? Pour avoir encore plus d'impact dans l'industrie pharmaceutique. Je rêverais de monter un master qualité avec une approche beaucoup plus pragmatique et terrain des choses. Et du coup, continuer aussi dans notre production de contenu pour en fait impacter un maximum de gens pour que en fait même si nous on n'intervient pas sur les sites, il y ait des choses qui se passent pour donner plus de sens à la qualité. Et j'aimerais vraiment en fait transformer la qualité dans l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment ça la genèse de tout ça, quoi. Ouais, ok. Bon, dans 5 ans, ce serait pas mal. Bel objectif. Ouais, bon, peut-être que je me suis un peu avancé dans 5 ans, mais voilà. Je dis 5 ans pour que ce soit concret, mais j'aime bien d'entendre cette vision et comme en fait, au final, c'est le point de départ, comme tu le dis. Exactement. Ma dernière question, ce sera quelle est ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie, c'est dur. Je le traduirais par un truc que j'aime bien. Moi. C'est un petit acronyme, c'est PDME. Partisan du moindre effort. C'est comment obtenir le maximum de résultats en faisant ce qu'il faut, au bon niveau, mais pas plus. L'effort juste, oui. L'effort juste, exactement. J'utilise une astuce pour dire ça de manière très jolie, ça s'appelle le pragmatisme. Pour pas dire qu'on est fainéant, qu'on ne veut pas faire d'efforts. Oui, mais c'est ça, quand on dit partisan du moindre effort, ça fait un peu fainéant, mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Non. C'est être capable d'identifier le bon effort pour atteindre le résultat que tu veux atteindre. Et typiquement, et ça rejoint aussi pourquoi je fais ce métier-là. Moi, le truc que je déteste le plus, c'est la surqualité. Ouais. Et la sous-qualité, mais en règle générale, l'un mène à l'autre. Et en fait, c'est arriver à mettre la bonne dose d'effort pour obtenir les résultats qu'on veut obtenir. Et donc, c'est un peu c'est un peu ma philosophie de vie, aussi bien dans l'académie de la qualité efficace qu'au quotidien, quoi. Quand tu dis, j'aimais bien le mot de la fin, mais je suis curieuse de ce que tu viens de dire. Tu as dit l'un mène à l'autre, donc c'est-à-dire la surqualité mène à la sous-qualité. Tu peux développer ça? Eh oui, on va prendre un exemple concret qui pourrait être un système documentaire, parce que je trouve que ça expose bien ce que c'est que la surqualité. Quand on se retrouve à se dire pour faire de la qualité, il faut empiler les procédures. Donc on se retrouve avec des systèmes documentaires indigestes, des centaines de procédures où quand on en a besoin d'une, on sait même plus comment la trouver.
Et du coup, ça devient tellement complexe que les gens ne l'utilisent plus. Donc, en fait, ça génère de la sous-qualité parce que c'est tellement complexe. Donc, la surqualité de ce système documentaire amène à ce que les gens sur le terrain n'utilisent plus la documentation, alors qu'à la base, c'est fait pour ça. Et donc, ça amène à la sous-qualité. Et après, derrière, ça peut générer des erreurs à cause de ça. Écoute, un tout grand merci pour ce temps d'échange. Je Bah, rappelle avec quand même plaisir. on peut te retrouver sur YouTube avec l'Académie de la qualité efficace. Sur les podcasts, c'est marqué dans le BPF et GM Podcast. La newsletter, vraiment, je la recommande. Je te disais juste avant de démarrer que je la trouvais géniale avec des vrais outils pratico-pratiques à télécharger dedans. Donc, je rappelle le nom, c'est Read to the Next Quality. Et puis, sur votre site internet, on peut se procurer la Memory Box et puis faire appel à tous vos services pour découvrir cette fameuse fresque de l'industrie pharma. Exactement. Écoute, puis je pense aussi effectivement sur LinkedIn, n'hésitez pas, on partage beaucoup de tous ces contenus-là sur LinkedIn. Donc c'est un peu la clé de voûte qui envoie vers tous nos contenus. C'est ça, ouais. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Merci à toi, c'était avec plaisir.